Éric Jean-Baptiste. L'homme politique dénonce l'absence de l'État dans les villes frontalières, notamment à Anse-à-Pitre. Éric Jean-Baptiste, qui a effectué une visite dans cette commune suite à la tension qui y a régné la semaine écoulée, exige que la lumière soit faite sur certaines rumeurs faisant état de massacres d'Haïtiens à Pedernales. Ça, l'État haïtien avait essayé de cacher qui a passé dans Anse-à-Pitre là, magistrat Anse-à-Pitre là, témoigner côté que M. Tiguen, un pile haïtien, un pile compatriotes nous qui mourent, que ont assassiné et qui disparaissent. Moun qui dans gare expliquer que jusqu'à maintenant comment il est difficile pour que yo recenser quantité de compatriotes qui mourent, que yo ont assassiné, parce que jusqu'à maintenant nous-mêmes ici sous bord par nous pas mettre devoir nous au propre pour nous permettre que compatriotes nous gagnent pièces d'identité. Dans ce cas privé, là, je dis plus particulièrement dans Anse-à-Pitre, mais recommandations que nous-mêmes nous pensons qui t'a supposé faire rapidement. Le premier là, c'est que faut que l'État haïtien gonfle venir pour faire construction route son parisien vers Thiot. Haïtiens qui en s'appliquent souvent sont obligés de jamber frontières pour y acheter glace parce que l'électricité c'est zéro dans Anse-à-Pitre. Nous pensons qu'il faut faire construction route Thiot, Belance, Marigot. En même temps, il faut que mettre campé sous pied port de cabotage qui est capable de permettre que Anse-à-Pitre désenclaver et gagner une relation avec l'autre ville côtière qui est dans le département sud-est là. En même temps, d'une manière générale, il faut dire que nous croyons que l'impératif pour que vous mettez campé sous pied tout bon vrai l'armée d'Haïti qui pour sécuriser la frontière là. L'ONG Médecins sans frontières sera toujours présente en Haïti. Selon Michel Chouinard, chef de mission, MSF va fermer de façon graduelle 2 des 6 projets humanitaires d'urgence mis en place dans le pays après le tremblement de terre. Il s'agit de la maternité de Delma 33 et du centre traumatologique de Tabar. Ces projets ne seront pas fermés par manque de financement ou par injonction du gouvernement, mais plutôt en raison d'une décision opérationnelle, précisent les responsables de l'organisation humanitaire. Entre-temps, les parents et les patients qui fréquentent ces institutions sanitaires expriment déjà leur mécontentement et leur tristesse après cette annonce. Reportage de Luxon Saint-Ville. Nous avons fait accident même de 2 ans, 6 mois là depuis ma suivre dans sa frontière. Je n'ai pas l'argent pour nous dépenser pour payer l'hôpital gros tête nègre. Cette femme fréquente le centre traumatologique de Tabar depuis 2015. Plus de 2 ans après son accident de voiture, elle reçoit encore des soins et des médicaments gratuitement. La fermeture de ce projet humanitaire d'urgence de Médecins sans frontières est une annonce que digère mal cette patiente. Non, ça ne peut pas fermer parce que ça ne fait pas fermer. Malheureusement, pas l'argent pour payer l'hôpital privé. Parce que je connais si va te gagner sans frontière, en pile haïtien t'a mouru déjà. Marlene n'est pas la seule à s'élever contre cette décision. Elle, Takinskov, 38 ans, accompagne sa fille ce mardi à une séance de thérapie. Pour elle, la fin des opérations dans ce centre aura un impact considérable sur l'offre de soins à Port-au-Prince. C'est ça qui est bon pour payer à Pito, qui est bon pour payer à passer pour lui, mais pas passer pour faire de destruction. On fait qui pas de santé, qui pas d'éducation, c'est bon pays. Au centre de maternité à Delma 33, c'est le même refrain. Depuis 4 jours, Mélanie tient sa sœur compagnie qui souffre de complications après son accouchement. La fermeture prochaine de ce centre la préoccupe au plus haut point. Il y a un pile service dans le pays pour malades qui sont. Moi, je suis souhaité pour ce frontière aller, mais pour être là pour tout le temps.
Parce que bah, moun yo bon service, malheureusement, pas gagner l'aider. À la maternité de Delma 33, les opérations de Médecins sans frontières prendront fin en octobre de cette année, alors que le centre trauma à Tabar sera fermé définitivement fin juin 2019. Alors, quel est le motif de cette décision? Michel Chouinard, chef de mission à MSF, donne les principales raisons. MSF ou Médecins sans frontières avait construit une structure avec une durée physique de 5 ans. La structure, elle est dépassée déjà par 2 ans. Donc, c'est une des raisons pour laquelle on a pris la décision de fermer l'hôpital de Créo de façon graduelle, en discussion avec le ministère de la Santé. Pour ce qui est de l'hôpital de Tabar, je dirais que c'est dans une veine semblable. C'est une décision difficile, regrette la chef de la mission. Madame Chouinard rassure, MSF ne partira pas et 4 autres projets sont encore présents sur le terrain. Dont le centre d'urgence à Martissan, qui fonctionnait 24/7. Notre clinique Promem sur les violences sexuelles et basée sur le genre aussi à Delma 33. Le projet de Grand Brûlé à Drouillard et aussi un support sur un hôpital à Port-à-Piment depuis l'ouragan Matthew en 2016. Des discussions se poursuivent entre les Médecins sans frontières et le gouvernement haïtien afin d'assurer le suivi des patients. Après la fermeture de ces 2 centres, MSF envisage même de faire un don de matériel aux autorités sanitaires du pays. Deux responsables universitaires mettent en garde contre les risques que le secteur de la santé encourt si l'accréditation des facultés de médecine haïtiennes n'est pas renouvelée en 2023. Au cas où rien ne serait fait d'ici là, le docteur Jean-Claude Cadet, doyen de la faculté de médecine de l'HUEH, redoute que les médecins formés en Haïti ne puissent plus exercer à l'étranger. Pour sa part, Jackie Lumarque, recteur de l'université Quisqueya, craint une chute du niveau des compétences des médecins formés dans le pays et fustige l'inaction de l'État qui ne cherche pas à réguler le secteur. Suivez les explications du docteur Jean-Claude Cadet et du professeur Jackie Lumarque. Si on prend une faculté accréditée, moun yo pas ka déplacer en pile. C'est-à-dire que à part que moun est en Haïti, porte États-Unis, porte Canada, porte de l'Europe fermée pour étudier ça. Et je pense que ça constitue un danger parce que de toute façon, si on fait des travaux de recherche très poussés, nous pas encore des capacités pour nous indépendants pour nous faire des travaux de recherche. D'ailleurs, le laboratoire que nous parlons qui fonctionne actuellement, si nous pas de partenariat assez intense avec l'Université de Floride, même le laboratoire n'a pas de fonctionnel. Et ça fait que l'Université de Floride investit dans la faculté, c'est parce que nous connaissons que nous avons marché vers l'accréditation. La question, ce n'est pas seulement impossibilité pour un étudiant haïtien de poursuivre sa formation à l'étranger ou d'aller pratiquer la médecine à l'étranger. Parce que nous ne pas formons médecin haïtien pour aller aux États-Unis, Canada. Mais ce qui est plus grave là-dedans, c'est que cette information, ça ne sont pas capable partir encore à l'étranger. Ça veut dire tout. Dans quelles conditions on apprendre médecine là Dans quelles conditions on peut pratiquer médecine là Donc, son danger national. Quoi. Donc, la question, ce n'est pas par rapport seulement à la possibilité de déplacement, de mobilité. Il sont question de est-ce que les autorités haïtiennes a garanti qu'un professionnel de santé, qui est médecin, qui est infirmier, gagne suffisamment de compétences pour l'exercer le métier de manière efficace, avec la qualité suffisante pour ne pas faire des dégâts dans la population. L'État doit se dire, d'abord, l'ensemble des facultés de médecine accréditées doit être prise en charge par les pouvoirs publics. Et dit ça, c'est un problème de santé publique nationale. Et on a fort posé question, et les autres qui ne sont pas accrédités, ou qui t'a formé médecin, ou qui t'a formé infirmière, pour faire quoi dans la rue? Avec qui dégâts? Quelles conséquences? Sous santé publique? Autrement dit, l'État a dépensé pour améliorer le système de santé national et pour admettre que parallèlement dans le même territoire, il y a des fossoyeurs du système national de santé. Donc, il y a une décision courageuse, difficile sur le plan politique qui doit être prise, mais il faut dire, mais ça m'a fait avec l'école qui n'est pas reconnue par l'État. La pastorale des jeunes de l'archidiocèse de Port-au-Prince organise le 24 mars prochain une journée de sensibilisation sur le thème « Jeunesse unie, pays fleuri ».
dans le cadre des célébrations de la Journée mondiale de la jeunesse. Une activité qui sera ponctuée par une foire gastronomique, des conférences-débats, des ventes signatures, ainsi que des échanges avec des artistes tels le chanteur Jean-Jean Roosevelt. Journée mondiale de la jeunesse, c'est un jour côté, pas plein demandé à travers le monde pour aider les jeunes à réfléchir sur valeurs et sur potentialité qui a fait Torland, Kaiser Salésienne, autour du thème jeunesse unie, pays fleuri. C'est de longues journées de réflexion, de prière, de détente, de vente signature également, parce qu'il y a bien des ouvrages qui ont l'honneur. Côté environ 4000 jeunes réunis pour être capables de réfléchir pendant toute journée. Nous avons réfléchi pour comprendre que si vous arrivez à prendre conscience de potentialité, si vous unissez tête, Haïti qui je dis à l'état ça capable de transformer dans un laps de temps. Il suffit que les institutions responsables investissent dans les jeunes. Il suffit que les gens qui veulent faire un cadeau, ils fassent surtout au niveau de la jeunesse pour que les jeunes prennent conscience et avancent. Donc c'est peut-être ça, nous-mêmes au niveau de l'église, nous offrons jeunes journée ça, qui pourra permettre de continuer à prendre conscience de force, de potentialité, pour être capable de faire, pourquoi pas, des merveilles dans la société. Qui finalité de journée? Nous voulons que les jeunes prennent conscience que là, ils ne sont pas là seulement pour végéter, mais ils sont capables de prendre conscience de l'existence et apporter à travers l'unité, l'esprit de fraternité, des transformations totales dans toutes facettes de la société. Dans le cadre de la Semaine de la francophonie, l'ambassadeur français en Haïti a honoré ce mardi les 12 lauréats du concours de nouvelles. Ce concours a été réalisé par C3 Éditions sous la direction de Gary Victor. L'ensemble de ces nouvelles constitue un ouvrage intitulé Haïti 2042, les futurs possibles. C'était l'occasion pour l'ambassadeur Elisabeth Beton-Delegue et d'autres écrivains haïtiens d'exprimer leur admiration pour ces jeunes. Vanessa Léger et Guitry Choisy étaient dans les jardins de la résidence privée de l'ambassadeur français. Suivez leur reportage. L'État d'Haïti peut empirer comme cet État peut améliorer, mais ça dépendra de nous, de nos actions, de tout ce que nous ferons tous les jours avec les gens autour de nous, avec tout ce que nous entreprenons. Ce message que Joédine Jean-Baptiste a voulu faire passer dans sa nouvelle a particulièrement retenu l'attention de l'ambassadeur français en Haïti. Elle vient confirmer, à l'admiration de tous, que la jeunesse haïtienne a énormément de potentiel. Pour la diplomate Elisabeth Beton-Delegue, cet ouvrage, Haïti 2042, les futurs possibles, en est la preuve palpable. Je crois que c'est la démonstration, je veux dire, des talents, je mets bien un pluriel, qui existent dans ce pays et dans sa jeunesse. Et il y a une jeunesse qui a besoin de s'exprimer, mais une jeunesse qui sait s'exprimer aussi, je dirais, en ayant en main les outils, je dirais, de l'écriture, de l'intelligence. Et je crois que c'est un formidable message, justement, de cette jeunesse auprès de l'ensemble de la population. Dire que le peuple haïtien a du mal à s'exprimer en français, ce serait parler trop vite pour Madame Delegue. Le niveau d'écriture des 12 lauréats, leur capacité à s'exprimer dans la langue de Voltaire de façon limpide, prouve que la langue française est toujours un centre d'intérêt pour la jeunesse, même si elle reconnaît qu'il y a un problème dans le système éducatif haïtien. Et le français fait partie de ce problème global de l'éducation, mais on voit bien que dans les lauréats de cette année, je veux dire, vous avez des jeunes qui viennent de Ouanaminthe, par exemple, qui viennent des Gonaïves, qui viennent de Tabar, ce qui montre bien qu'il y a encore des ressorts dans ce système éducatif, mais qui va au-delà du système éducatif et qui évidemment milite pour plus de bibliothèques, plus d'accès Internet pour pouvoir avoir accès au contenu francophone notamment, mais pas exclusivement. Il ne s'agit pas seulement de montrer la capacité des jeunes à parler le français, mais aussi d'aller vers cette génération qui est l'avenir du pays et faire germer les rêves d'une Haïti meilleure, explique Gary Victor. C'est d'offrir aux jeunes un lieu où ils puissent exprimer leur talent. Nous sommes en quête de l'excellence, donc il faut vraiment un lieu où l'excellence puisse s'exprimer. Les 12 lauréats, 6 filles et 6 garçons, sont une garantie aux écrivains expérimentés que la relève est assurée. Cette génération a non seulement une belle plume, mais aussi des idées pour une société meilleure.
Ketli Mars, auteur de nouvelles et de plusieurs romans, ne cache pas sa fierté et estime que ces jeunes méritent un encadrement spécial. Et ça m'a touché qu'un jeune ait eu à faire cette remarque à des adultes. Soutenez-nous, donnez-nous des principes, gardez-nous dans les valeurs. C'est ce qu'ils ont besoin pour pouvoir avancer vers cet avenir. Avec des artistes tels le chanteur Jean-Jean Roosevelt. Journée mondiale de la jeunesse, c'est un jour côté, pas plan demandé à travers le monde pour aider les jeunes à réfléchir sur valeurs et sur potentialité qui a fait Torland, Kaiser Salésienne. Autour du thème jeunesse unie, pays fleuri. C'est de longues journées de réflexion, de prière, de détente, de vente signature également, parce qu'il y a bien des ouvrages qui ont l'honneur. Côté, environ 4000 jeunes réunis pour être capables de réfléchir pendant toute journée. Nous avons réfléchi pour comprendre que si vous arrivez à prendre conscience de potentialité, si vous unissez tête, Haïti qui je dis en état ça capable de transformer dans un laps de temps. Il suffit que les institutions responsables investissent dans les jeunes. Il suffit que les gens qui veulent faire un cadeau, ils fassent suite au niveau de la jeunesse pour que les jeunes prennent conscience et avancent. Donc c'est peut-être ça, nous-mêmes au niveau de l'église, nous offrons jeunes journée ça, qui pourra permettre de continuer à prendre conscience de force, de potentialité, pour être capable de faire, pourquoi pas, des merveilles dans la société. Qui finalité journée? Nous voulons que les jeunes prennent conscience que là, ils ne sont pas là seulement pour végéter, mais ils sont capables de prendre conscience de l'existence et apporter à travers l'unité, esprit de fraternité, des transformations totales dans toutes facettes de la société. Dans le cadre de la Semaine de la francophonie, l'ambassadeur français en Haïti a honoré ce mardi les 12 lauréats du concours de nouvelles. Ce concours a été réalisé par C3 Éditions sous la direction de Gary Victor. L'ensemble de ces nouvelles constitue un ouvrage intitulé Haïti 2042, les futurs possibles. C'était l'occasion pour l'ambassadeur Elisabeth Beton-Delègue et d'autres écrivains haïtiens d'exprimer leur admiration pour ces jeunes. Vanessa Léger et Guitry Choisy étaient dans les jardins de la résidence privée de l'ambassadeur français. Suivez leur reportage. L'état d'Haïti peut empirer comme cet état peut améliorer, mais ça dépendra de nous, de nos actions, de tout ce que nous ferons tous les jours avec les gens autour de nous, avec tout ce que nous entreprenons. Ce message que Joédine Jean-Baptiste a voulu faire passer dans sa nouvelle a particulièrement retenu l'attention de l'ambassadeur français en Haïti. Elle vient confirmer, à l'admiration de tous, que la jeunesse haïtienne a énormément de potentiel. Pour la diplomate Elisabeth Beton-Delègue, cet ouvrage, Haïti 2042, les futurs possibles, en est la preuve palpable. Je crois que c'est la démonstration, je veux dire, des talents, je mets bien un pluriel, qui existent dans ce pays. Et dans... Jeunesse. Une activité qui sera ponctuée par une foire gastronomique, des conférences-débats, des ventes signatures, ainsi que des échanges avec des artistes tels le chanteur Jean-Jean Roosevelt. Journée mondiale de la jeunesse, c'est un jour côté, pas plan demandé à travers le monde pour aider les jeunes à réfléchir sur valeurs et sur potentialité qui a fait Torland, Kaiser Salésienne. Autour du thème jeunesse unie, pays fleuri. C'est de longues journées de réflexion, de prière, de détente, de vente signature également, parce qu'il y a bien des ouvrages qui ont l'honneur. Côté, environ 4000 jeunes réunis pour être capables de réfléchir pendant toute journée. Nous avons réfléchi pour comprendre que si vous arrivez à prendre conscience de potentialité, si vous unissez tête, Haïti qui je dis en état ça capable de transformer dans un laps de temps. Il suffit que les institutions responsables investissent dans les jeunes. Il suffit que les gens qui veulent faire un cadeau, ils fassent suite au niveau de la jeunesse pour que les jeunes prennent conscience et avancent. Donc c'est peut-être ça, nous-mêmes au niveau de l'église, nous offrons jeunes journée ça, qui pourra permettre de continuer à prendre conscience de force, de potentialité, pour être capable de faire, pourquoi pas, des merveilles dans la société. Qui finalité journée? Nous voulons que les jeunes prennent conscience que là, ils ne sont pas là seulement pour végéter, mais ils sont capables de prendre conscience de l'existence et apporter à travers l'unité,
esprit de fraternité, des transformations totales dans toutes facettes de la société. Dans le cadre de la Semaine de la francophonie, l'ambassadeur français en Haïti a honoré ce mardi les 12 lauréats du concours de nouvelles. Ce concours a été réalisé par C3 Éditions sous la direction de Gary Victor. L'ensemble de ces nouvelles constitue un ouvrage intitulé Haïti 2042, les futurs possibles. C'était l'occasion pour l'ambassadeur Elisabeth Beton-Delègue et d'autres écrivains haïtiens d'exprimer leur admiration pour ces jeunes. Vanessa Léger et Guitry Choisy étaient dans les jardins de la résidence privée de l'ambassadeur français. Suivez leur reportage. L'état d'Haïti peut empirer comme cet état peut améliorer, mais ça dépendra de nous, de nos actions, de tout ce que nous ferons tous les jours avec les gens autour de nous, avec tout ce que nous entreprenons. Ce message que Joëdine Jean-Baptiste a voulu faire passer dans sa nouvelle a particulièrement retenu l'attention de l'ambassadeur français en Haïti. Elle vient confirmer, à l'admiration de tous, que la jeunesse haïtienne a énormément de potentiel. Pour la diplomate Elisabeth Beton-Delègue, cet ouvrage, Haïti 2042, les futurs... C'est le même refrain. Depuis 4 jours, Mélanie tient sa sœur compagnie qui souffre de complications après son accouchement. La fermeture prochaine de ce centre la préoccupe au plus haut point. Il y a un pile service dans le pays pour malades qui sont. Moi, je souhaite pour se frontière aller, mais pour être là pour tout le temps. Parce que j'ai un bon service, malheureusement, pas l'aider. À la maternité de Delma 33, les opérations de Médecins sans frontières prendront fin en octobre de cette année, alors que le centre trauma à Tabar sera fermé définitivement fin juin 2019. Alors, quel est le motif de cette décision? Michel Chouinard, chef de mission à MSF, donne les principales raisons. MSF ou Médecins sans frontières avait construit une structure avec une durée physique de 5 ans. Elle est dépassée déjà par 2 ans. Donc c'est une des raisons pour laquelle on a pris la décision de fermer l'hôpital de Créo de façon graduelle, en discussion avec le ministère de la Santé. Pour ce qui est de l'hôpital de Tabar, je dirais que c'est dans une veine semblable. C'est une décision difficile, regrette la chef de la mission. Madame Chouinard rassure, MSF ne partira pas et 4 autres projets sont encore présents sur le terrain. Dont le centre d'urgence à Martissan, qui fonctionnait 24/7. Notre clinique Promem sur les violences sexuelles et basée sur le genre aussi à Delma 33. Le projet de Grand Brûlé à Drouillard et aussi un support sur un hôpital à Port-à-Piment depuis l'ouragan Matthew en 2016. Des discussions se poursuivent entre les Médecins sans frontières et le gouvernement haïtien afin d'assurer le suivi des patients. Après la fermeture de ces 2 centres, MSF envisage même de faire un don de matériel aux autorités sanitaires du pays. Deux responsables universitaires mettent en garde contre les risques que le secteur de la santé encourt si l'accréditation des facultés de médecine haïtiennes n'est pas renouvelée en 2023. Au cas où rien ne serait fait d'ici là, le docteur Jean-Claude Cadet, doyen de la faculté de médecine de l'HUEH, redoute que les médecins formés en Haïti ne puissent plus exercer à l'étranger. Pour sa part, Jackie Lumarque, recteur de l'université Quisqueya, craint une chute du niveau des compétences des médecins formés dans le pays et fustige l'inaction de l'État qui ne cherche pas à réguler le secteur. Suivez les explications du docteur Jean-Claude Cadet et du professeur Jackie Lumarque. Si on prend une faculté accréditée, nous ne pouvons pas déplacer en pile. C'est-à-dire qu'à part que nous sommes en Haïti, pour les États-Unis, pour le Canada. Le Cadet, doyen de la faculté de médecine de l'HUEH, redoute que les médecins formés en Haïti ne puissent plus exercer à l'étranger. Pour sa part, Jackie Lumarque, recteur de l'université Quisqueya, craint une chute du niveau des compétences des médecins formés dans le pays et fustige l'inaction de l'État qui ne cherche pas à réguler le secteur. Suivez les explications du docteur Jean-Claude Cadet et du professeur Jackie Lumarque. Si on prend une faculté accréditée, nous ne pouvons pas déplacer en pile. C'est-à-dire qu'à part que nous sommes en Haïti, pour les États-Unis,
porte Canada, porte de l'Europe fermée pour étudier ça. Et je pense que ça constitue un danger parce que de toute façon, si on fait des travaux de recherche très poussés, nous pas encore des capacités pour nous indépendants pour nous faire ces travaux de recherche. D'ailleurs, le laboratoire que nous parlons qui fonctionne actuellement, si nous pas de partenariat assez intense avec l'Université de Floride, même le laboratoire n'a pas de fonctionnel. Et ça fait que l'Université de Floride investit dans la faculté, c'est parce que nous connaissons que nous avons marché vers l'accréditation. La question, ce n'est pas seulement impossibilité pour un étudiant haïtien de poursuivre sa formation à l'étranger ou d'aller pratiquer la médecine à l'étranger. Parce que nous ne pas formons médecin haïtien pour aller aux États-Unis, Canada. Mais ce qui est plus grave là-dedans, c'est que cette information, ça ne sont pas capable partir encore à l'étranger. Ça veut dire tout. Dans quelles conditions on apprendre médecine là Dans quelles conditions on peut pratiquer médecine là Donc, son danger national. Quoi. Donc, la question, ce n'est pas par rapport seulement à la possibilité de déplacement, de mobilité. Il sont question de est-ce que les autorités haïtiennes ont garanti qu'un professionnel de santé, qui est médecin, qui est infirmier, gagne suffisamment de compétences pour l'exercer métier de manière efficace, avec la qualité suffisante pour ne pas faire des dégâts dans la population. L'État doit se dire, d'abord, l'ensemble des facultés de médecine accréditées doit être prise en charge par les pouvoirs publics. Et dit ça, c'est un problème de santé publique nationale. Et on a fort posé question, et les autres qui ne sont pas accrédités, ou qui t'a formé médecin, ou qui t'a formé infirmière, pour faire quoi dans la rue, avec qui dégâts, qui conséquences, sous santé publique. Autrement dit, l'État a dépensé pour améliorer le système de santé national, et pour admettre que parallèlement, dans le même territoire, il y a des fossoyeurs du site national de santé. Donc, il y a une décision courageuse, difficile sur le plan politique qui doit être prise, mais il faut dire, mais ça m'a fait avec l'école qui n'est pas reconnue par l'État. La pastorale des jeunes de l'archidiocèse de Port-au-Prince organise le 24 mars prochain une journée de sensibilisation sur le thème « Jeunesse unie, pays fleuri » dans le cadre des célébrations de la Journée mondiale de la jeunesse.